Alors je vais procéder en deux temps aujourd'hui. Je vais revenir donc sur la définition de ce qui fait média, avant d'aborder la presse et la théorie des médias de manière transversale. Et je pense qu'on ne fera pas de pause, mais cette fois-ci je vais vous garder que 2 heures, et puis en plus il est déjà 7h10. Attendez, laissez-moi finir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord parler pendant 1 heure, puis ensuite on va constituer des groupes avec, j'ai élaboré un plan de bataille, vous allez voir, en sélectionnant un certain nombre de dispositifs arts et médias. J'aimerais qu'on traite durant les séances suivantes. Et ce sont des séances que donc, comme je vous l'avais proposé la dernière fois, je vais découper en 2 temps systématiquement, c'est-à-dire un temps d'intervention de ma part de type cours magistral sur les médias et les relations aux arts, et puis un temps d'analyse d'une production artistique et médiatique, voilà, qui sera du coup prise en charge par vous, en partie, puisque j'aimerais bien que vous constituiez des groupes de 4 ou 5. Ce que je vais faire tout à l'heure, du coup pendant la 2e heure, là, c'est d'inscrire au tableau les dates, avec les points d'entrée et les objets que j'aimerais bien qu'on étudie ensemble. Et puis, vous choisirez ceux qui vous parlent le mieux, le plus, etc. Sachant que ce n'est pas une imposition, hein, c'est pour aller plus vite et gagner du temps. Et c'est aussi parce que on va avoir affaire à des contenus que je connais bien, qui s'articulent bien avec le cours et qui, pour certains, vous les connaissez aussi, mais voilà, qui seront aisément abordables. J'ai des liens, j'ai des documents, etc. Donc on pourra les travailler ensemble. Je ne suis pas là la semaine prochaine, vous le savez. Donc, c'est le pourquoi du 2 heures en amphi aujourd'hui, parce que, en réalité, j'aurais bien aimé rattraper le cours mercredi en fait. Mais le truc, c'est que certains d'entre vous travaillent et que par ailleurs, les amphis, en fait, c'est hyper difficile d'en avoir un. Donc c'est soit un vendredi après-midi, soit un samedi matin. Ce n'est pas forcément une solution très mondiale de plus. Voilà. Vous envoyez le cours par email, on peut pas faire 1 heure de plus. Ça c'est quand même difficile parce que j'aimerais bien justement que ce soit toujours des rétroactions participatives aussi. Voilà. Et par ailleurs, du coup ça me permet de rajouter une demi-heure à chaque cours. Pendant 4 séances, du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi c'est pas possible? Mais si, c'est possible. Bon, en fait, de toute façon, on va le faire comme ça. Donc, pour les 4 prochaines séances, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse 17h, 19h30 au lieu de 17h, 19h. Et ce qui nous permettra d'avoir une petite pause entre les 2h30, et ce qui nous permettra aussi de faire 1h15 pour moi, une petite pause et 1 heure pour vous. Vous voyez, ça 1 heure sur un objet, sur une production. Je vais en reparler, mais... Donc là, le 3 février, il n'y aura pas cours. Là, on finit à 19h. Non, là, aujourd'hui, on finit à 19h. Le 3 février, il n'y aura pas cours. Par contre, le 10 février, 17 février, et puis début mars, 1er mars et en suivant, ce sera les séances de 4 heures. Voilà. Pendant 4 séances seulement, et puis ensuite on verra comment on se déroule pour la suite, sachant qu'il y a pas mal d'objets que j'aimerais bien aborder. Je suis absent parce que je suis dans les jurys de DNSEP au Beaux-Arts de Toulouse et que j'avais écrit et que je suis engagé depuis un petit moment. Oui. Pourquoi on ne prendrait pas plutôt à 16h30? Alors on pourrait démarrer à 16h30, seulement il y a un groupe qui a cours jusqu'à 17h. Voilà. Et puis l'amphi... Il faudrait que j'en discute avec Franck Doriac pour savoir s'il n'y a pas une possibilité de... Mais c'est super pas facile. Quoi. Bien. Alors, je vais commencer, revenir donc sur ce qui fait d'un média un média et sur la définition des médias. J'ai terminé la dernière fois en disant que à dater du début du 19e siècle, est apparu dans le monde occidental un fait social nouveau, alors on peut le considérer comme ça,
Ce fait social nouveau, c'est le média de masse, puisque, comme je vous le disais étymologiquement, hein, la définition même du média naît comme ça, comme média de masse, ou mass média en anglaise. Ce fait social nouveau, le média de masse, est tout à la fois, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, technique, organisation, contenu et public. Je vais insister sur ces 4 dimensions parce que c'est ces 4 dimensions qu'on va systématiquement interroger ensemble durant les cours qui seront ceux que je donnerai en suivant sur la presse, la télévision, internet, etc. Mais aussi pour la deuxième partie du cours, pour la deuxième partie du cours, puisque systématiquement, lorsqu'on aura affaire à une production artistique et médiatique, que je vais vous inviter à choisir tout à l'heure, on interrogera cette production sous cet angle multiple qui est celui de la technique, de l'organisation, du contenu et du public. Ces 4 dimensions définissant ce qu'est un média. Ces 4 dimensions du média de masse, ou de toute forme de média, technique, contenu, organisation, public, sont nécessaires pour définir convenablement un média. Premier critère, les médias sont des techniques. En disant ça, déjà, on peut considérer qu'il ne s'agit pas de simples supports. On borne souvent les médias à un support de diffusion ou de transmission d'informations. Ce sont bien plus que ça. Ce sont des techniques de fabrication, de diffusion, de messages identiques qui sont diffusés avec rapidité, souvent simultanéité, et régularité auprès de publics, auprès de vastes publics, puisqu'on parle de mass média. Rapidité, simultanéité, régularité sont les 3 attributs d'un message médiatique, distribué donc auprès de vastes publics. On peut dire que chacun à leur manière, la presse, la photographie, le cinématographe, la radio, la télévision, ouvre de nouvelles perspectives à cet égard. L'histoire des médias est une succession d'innovations techniques, finalement. Ça commence par là, ça commence par l'invention de nouvelles technologies. C'est pourquoi d'ailleurs il est intéressant d'aller voir du côté de ce que font les artistes, de ce qu'ils fabriquent avec ces techniques, puisque on pourrait dire que cette idée du progrès technologique et de la succession de médias qui se constituent des innovations périment en partie les médias antérieurs, d'une part, enfin on va voir dans quelle mesure ils s'articulent les uns aux autres, mais constituent aussi des voies de création, de communication, d'expression nouvelles, les artistes pouvant être considérés dans ce contexte un peu comme des usagers pionniers, ou en tout cas comme certains diraient des radars, des antidotes, des lanceurs d'alerte, en tout cas des individus qui ont pour particularité d'interroger les médias et d'interroger l'innovation technique, les premiers, quand l'innovation technique apparaît, avant même qu'elle ne soit démocratisée et qu'elle atteigne le grand public, souvent les artistes les prennent en main et interrogent les spécificités, pas seulement techniques pour le coup, mais notamment techniques de chacun de ces médias. Donc l'histoire des médias correspond peut-être de ce point de vue à un enrichissement continu, puisque on a des médias qui utilisent d'abord le langage écrit, la gravure, puis la reproduction en image fixe, avec la photographie, puis en mouvement avec le cinéma, etc. Et la transmission aussi, simultanée ou instantanée, de ces messages, du son avec la radio, puis du son et des images avec la télévision, puis l'époque actuelle correspond à une nouvelle possibilité de diffusion et de transmission, puisque évidemment le câble, le satellite, les technologies numériques constituent de nouvelles familles de techniques qui sont apparues il y a peu de temps et qui élargissent considérablement cette possibilité les possibilités des médias.
Ce critère de la technique, celui par lequel on définit dans un premier lieu, dans un premier temps les médias, permet de distinguer trois familles principales de médias. Les médias qu'on va qualifier de médias autonomes, les médias qu'on va qualifier de médias de diffusion, et les médias qu'on va qualifier au contraire de médias de communication. Les médias autonomes, qu'est-ce qu'on entend par médias autonomes? On qualifie de médias autonomes tous ceux des supports sur lesquels sont inscrits des messages, mais qui ne requièrent aucun autre raccordement à aucun réseau particulier. Sont des médias autonomes le livre, des journaux, parfois, pour en permettre la lecture, certains équipements sont indispensables, si on pense aux disques audio, aux vidéos, à certains produits d'informatique, aux DVD, des magnétophones d'abord, puis des magnétoscopes, des ordinateurs, des consoles de jeux aujourd'hui, etc., des tablettes. On a déjà un premier chevauchement des techniques ici, puisqu'on a à la fois des médias qui sont des médias autonomes, mais qui font émerger d'autres médias pour pouvoir les lire, pour pouvoir les fréquenter. La totalité des magnétoscopes et des lecteurs enregistrés en numérique qui ont été commercialisés des années 90 et aujourd'hui sont devenus, d'une certaine manière, pour les médias, pour les images animées, sonorisées, etc., ce qu'ont représenté pendant longtemps le livre et le journal, la presse, pour la diffusion des textes imprimés. On a affaire à des médias autonomes quand on a affaire aussi à un objet. D'ailleurs, la distinction, pour le coup, dans ce cas-là, entre contenu et médias est parfois difficile à déterminer. Est-ce que le livre est un média ou est-ce qu'il s'agit d'un produit culturel? C'est une question qu'on peut poser. Deuxième famille, celle des médias de diffusion. Que cette diffusion soit large ou étroite, on a des médias qui se spécialisent dans la diffusion. C'est le cas de la TSF, Télévision sans fil, qui est brevetée par Marconi en 1896. C'est le cas des émetteurs, des relais terrestres, qui permettent la transmission par la voie des ondes hertziennes de tous les programmes radio, dont transmission qui s'élargit au fil du temps aussi, dont la couverture varie selon la puissance des équipements émetteurs, des équipements récepteurs, etc. On peut ajouter aujourd'hui, évidemment, pour la radio comme pour la télévision, de nouveaux vecteurs, les satellites d'un côté, les câbles de l'autre, des câbles coaxiaux en fibre optique, etc., des satellites qui eux-mêmes vont constituer des voies intercontinentales ou transcontinentales. Certains parlent de chemins du ciel qui permettent la transmission de toutes sortes de messages. Ces médias de diffusion, qui sont bien aussi des techniques, qui sont bien également des médias, sont comme des chaînons, des chaînons entre ces deux infinis qui constituent le local et le planétaire, des moyens de télédiffusion, qui souvent ont tous pour particularité de fonctionner à sens unique, c'est ce qui qualifie les médias de masse, c'est-à-dire toujours dans un schéma d'émetteur-récepteur. Et troisième famille, les médias de communication, qui justement permettent d'échapper à cette diffusion émetteur-récepteur, qui introduisent la possibilité de télécommunication bipolaire ou multipolaire d'ailleurs,
que ce soit comme le téléphone à l'origine, qui introduit une communication bipolaire, puisqu'on a une communication unicast de 1 vers 1, ou Internet, aujourd'hui, qui permet une communication multicast. Donc une communication à double sens. Ces médias de communication introduisent quelque chose de nouveau, c'est le dialogue, la conversation. Aujourd'hui, on parle de médias de contact, avec Internet d'ailleurs. On voit bien à quel point on est passé d'une économie médiatique, d'une écologie médiatique qui relevait de la transmission et de la diffusion de messages, d'informations, etc., à une écologie qui relève davantage du dialogue, un mode dialogique de relations qui s'instaure entre des émetteurs qui sont des récepteurs qui sont aussi émetteurs, etc. Tout cela étant médié, là encore, par les technologies, puisque on a d'un côté une personne ou un groupe, peut-être même des deux côtés, des personnes et des groupes, et au milieu des machines, une batterie de programmes, de services, de serveurs, etc., qui jouent ce rôle de permettre la communication. Le terme de communication renvoyant ici à l'idée non pas simplement de diffuser ou de transmettre, mais de mettre en commun, étymologiquement communicare, c'est mettre en relation, mettre en commun, non seulement des messages, mais aussi des individus, créer du sens commun, créer du lien entre différentes personnes, différents groupes, etc. On verra avec la presse combien le rôle de la presse consiste autant à informer qu'à fabriquer du consensus et à fabriquer du lien, à renforcer l'adhésion communautaire ou la reconnaissance dans une nation, le sentiment d'appartenance à une même nation, à une même histoire, etc. Ça fait partie du rôle des médias, précisément puisqu'ils s'adressent aux masses atomisées, etc., aux individus qui sont regroupés massivement dans des centres urbains, par exemple, permettre une communication au sens de communicare, c'est-à-dire une mise en commun, un partage des mêmes valeurs, des mêmes connaissances, et une adhésion de fait. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que parfois les médias instrumentalisent aussi cette adhésion, cette appartenance. Mais au-delà de ce caractère uniquement technique ou technologique, les médias sont aussi des institutions ou des organisations, c'est le deuxième critère, puisque avec l'apparition des techniques et des médias apparaissent de nouveaux agrégats sociaux qu'on appelle des organisations, et un nouveau type d'organisation, les sociétés de presse, les journaux, que l'on qualifie aussi de médias, évidemment. Le quotidien Libération est un média, au même titre que la chaîne de télévision Canal+, ou que la section de radio France Inter, par exemple. Ce que l'on désigne dans un cas pareil, ce ne sont plus des techniques, mais bien des institutions sociales, c'est-à-dire toujours l'aboutissement de stratégies, d'initiatives calculées, de regroupements hiérarchiques, qui ont chacun ses équipements techniques, mais qui ont aussi ses professionnels, puisque le métier de journaliste apparaît également avec l'invention des médias, des journalistes qui ont des valeurs, qui ont aussi des revendications, qui ont des avantages sociaux, comme on dit, qui appartiennent à des organisations qui militent pour certains droits. Des professionnels qui sont des professionnels attitrés, souvent, reconnus comme tels, encartés, etc. Et qui obéissent eux-mêmes à des règles particulières, que ce soit des règles organisationnelles, hiérarchiques, écrites, ou des règles de comportement, de travail, de partage de l'activité, y compris de manière informelle. L'entreprise de presse, le grand organisme de télévision, les grandes sociétés de production, mais aussi les stations
locales, de radio ou de télévision, le réseau de salles de cinéma indépendants, sont des médias. De même que les conglomérats aujourd'hui multimédia, qui tentent à les intégrer tous. On verra avec les nouveaux chiens de garde comment fonctionne cette dimension-là, précisément institutionnelle, organisationnelle, professionnelle des médias, puisque c'est ce qu'attaque finalement le film, hein, c'est la mainmise des médias censés produire l'information, la mainmise qu'exercent les organisations multinationales, des gros conglomérats, qui parfois d'ailleurs sont très très éloignés de la production d'information elle-même, sur ces médias dits libres, indépendants, etc. Comme les messages diffusés ont une portée sociale considérable, ce sont des masses médias. Comme les messages diffusés ont une portée sociale très importante et considérable, bien sûr, ces organisations entretiennent des rapports avec les autorités politiques. Cette dimension politique des médias, contrairement à ce que l'on pense, trop souvent ne touche pas uniquement les journalistes, ni seulement l'information. Elle se joue précisément à ce niveau-là, plutôt que celui institutionnel, hiérarchique ou organisationnel. La plupart des organisations médiatiques étant sujettes à des interventions publiques, des interventions qu'elles sollicitent parfois elles-mêmes d'ailleurs, puisque ces organisations, ces entreprises réclament souvent des protections, des aides. C'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui téléphone au Monde en disant vous ne publiez pas telle et telle information, sinon l'État ne renouvellera pas le parc informatique des répétitives, etc. Donc, on voit bien là, c'est de notoriété publique, hein, le poids que peut exercer le pouvoir de l'État sur des organes de presse comme ça qui sont censés être libres, mais qui de fait sont des organisations qui sont sous perfusion, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont abondamment financées aussi par les pouvoirs étatiques et économiques du reste, hein, c'est tout le problème. Au sein de ces organisations œuvrent des professions et des métiers qui sont spécifiques, hein, je vous le disais, des journalistes, mais aussi des scénaristes, des producteurs, des programmateurs. Ces professions sont soumises elles-mêmes à des évolutions techniques. On a des métiers, le métier de journaliste qui est, par exemple, qui a sa tradition, hein, qui a son histoire, qui défend ses spécificités, qui appartient à un milieu particulier, qui génère des solidarités, des intérêts communs, etc. Et qui est lui-même bousculé par l'évolution des techniques. On dit souvent, souvent les gens d'ailleurs de la presse ou des médias parlaient de virage numérique, en disant qu'il n'y avait pas d'autre alternative que s'adapter ou que de périr. C'était quand même une revendication forte, c'est-à-dire soit on emprunte le virage du numérique, soit on perd quitte. Or, pour la profession même de journaliste, c'était un enjeu considérable. D'ailleurs, on va voir, hein, ces organisations-là sont des organisations à géométrie variable. Les ex-dirigeants du Monde, de Libération, quittent le Monde et Libération pour fonder le 89, Mediapart, ou d'autres médias encore plus... là, c'est plutôt les médias qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire ceux qui empruntent le virage numérique, mais au sens même pas, ils n'en font pas, ils créent des journaux spécifiques pour Internet et qui n'ont pas d'équivalent papier, bien que le 89 connaît une édition papier mensuelle. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des journaux qui n'existent que sur le web, comme alternative précisément aux journaux papier que les dirigeants comme Edouard Plenel a quitté précisément parce qu'il se plaignait de la mainmise économique ou politique sur les médias. Il a dit je fonctionne en produisant un média à part et un média participatif. Un média part, c'est à la fois à part et participatif, qui joue sur les deux tableaux, et en disant il n'y a pas de financement de la publicité et il n'y a pas de financement de l'État, ce qui assure une autonomie et une liberté d'expression
a priori respectée, enfin plus forte que dans les médias qui sont sous le joug de la publicité ou de la politique. Bon, la contrepartie, c'est qu'il faut s'y abonner. Ce sont des journaux payants, enfin payants au sens, on est sur Internet, mais il faut l'inventer un modèle économique pour permettre une aide à ces journaux de vivre. Ces professions, ces organisations, ces institutions évoluent donc en même temps que les progrès techniques évoluent et sont une composante de la définition des médias très très importante. Vous allez voir que dans les projets artistiques qu'on va pouvoir aborder ensemble, beaucoup portent sur les organisations. Beaucoup de médiactivisme, d'artivisme, de pratiques artistiques qui prennent comme domaine de création les médias, ou qui cherchent à infiltrer les médias, s'attaquent peut-être autant à l'information, ou à la production d'information, qu'aux organisations elles-mêmes, aux institutions qui sont infiltrées, qui sont dénoncées, dont le mode d'organisation précisément est questionné. Afin d'écarter toute incompréhension, on ne doit pas confondre technique et organisation. La presse de Gutenberg avec les journaux, au sens des institutions, du journal Libération par exemple. De même que l'on ne confond pas l'œuvre de fiction cinématographique avec le fusil photographique ou avec la caméra. Cela aussi parce que toutes les techniques ne donnent pas nécessairement naissance à une organisation ou à un contenu original ou à un art original. Les techniques restent souvent le support de formes d'expression qui sont nées ailleurs, qu'elles n'ont pas générées, qu'elles ne font que diffuser, et auxquelles elles n'apportent rien parfois, ou pas de contenu original, de forme d'organisation originale. Le journalisme d'information générale est né des rotatives du XIXe siècle, de la presse à imprimer, lorsque celles-ci ont permis le tirage simultané de millions d'exemplaires de journaux quotidiens. De la même façon, on peut dire que l'œuvre cinématographique est née de l'invention des frères Lumière, peut-être. Et on pourrait continuer comme ça. Il y a des contenus qui naissent de médias, d'autres médias. Par exemple, la télévision, pendant très longtemps, a été considérée comme une technique ou un média qui n'était que le support ou le véhicule de formes culturelles ou de contenu ou de formes artistiques conçues indépendamment de la télévision, qui n'avait rien à voir avec la télévision. La télévision diffusait du théâtre filmé, diffusait... Est-ce qu'on peut continuer à dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer l'art vidéo, par exemple, comme une production culturelle spécifique que la télévision aurait engendrée? Est-ce qu'on peut considérer, je ne sais pas moi, les sitcoms, les clips vidéo, par exemple, comme des contenus spécifiques que la télévision aurait engendrés? C'est des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il y a des organisations spécifiques qui en ont émané aussi? La télévision a longtemps été perçue comme un chargé d'affaires, comme une vitrine, simplement pour des œuvres de la pensée ou des genres d'expression qui étaient nés d'autres techniques antérieures, puisqu'elles véhiculaient la presse écrite, la radio, le cinéma, avant même de produire une forme d'expression peut-être vraiment originale. Alors justement, on en vient à la troisième dimension qui peut définir un média, précisément le média comme contenu cette fois, ou comme forme d'expression. L'originalité des médias, de ce point de vue-là, est de contribuer à créer de nouveaux agencements des médias antérieurs, des agencements de texte et d'images, par exemple, des agencements de texte, de son, d'images, etc., etc.
On peut dire que, si on parle de contenu, on peut dire que la presse, il y a une solution de continuité, par exemple, dans certains cas. La presse inventée par Gutenberg, la presse imprimée, la technique, a permis, avec les rotatives plus tard, de produire une forme d'organisation particulière, le journal, et un contenu spécifique qui est qu'on appelle le journal aussi, hein, qui sont les nouvelles en réalité. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait qualifier le contenu, c'est-à-dire l'actualité ou les nouvelles. Les nouvelles d'Anvers étant cette espèce de contenu qui n'a pas d'autre vocation que de périr jour après jour et de produire une actualité de ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe, etc. etc. L'actualité, les nouvelles et la contribution spécifique du journal et des presses, de la presse ou des rotatives, hein, de cette technologie. Qu'est-ce que la nouvelle ou l'actualité? C'est cette chose qui est consommée jour après jour par des millions de personnes et qui est supposée refléter l'état du monde, qui caractérise les sociétés modernes. C'est ce qui compose même l'idée de société moderne, l'apparition de ces médias-là. On dit également de l'affichage, qui constitue un média, comme on le dit du roman, du cinéma, du reportage, par exemple. Ce que l'on entend ici, ce sont bien des contenus ou des formes d'expression particulières, mais que l'on définit comme des médias également. Qui d'ailleurs ne renvoie plus simplement à une technique permettant l'expression de la pensée, mais bien à un genre ou à une forme d'expression, ou à un genre ou une forme que cette expression peut revêtir. Il y a l'idée là que une technique serait devenue, à la faveur de ses utilisations successives, un art véritable, au sens peut-être courant du terme, dans un premier temps. La presse à imprimer fait naître le journalisme, mais la presse à imprimer ne fait pas naître que le journalisme. La presse à imprimer fait naître aussi le roman, le genre romanesque, ou bien encore l'affichage. De la même manière que le cinématographe des Frères Lumière donne naissance à ce qu'on va appeler d'ailleurs le 7e art, la télévision constitue le creuset où sont nés, peut-être, pas immédiatement, mais après quelques années, ce qu'on a appelé d'abord les vidéomusiques, l'art vidéo, les clips, les feuilletons télévisés, etc. Les sitcoms, les séries. On pourrait se poser la question de savoir ce que Internet, comme technique, média s'il en est, puisqu'il englobe tous les autres, finalement, fait naître comme genre ou comme forme d'expression spécifique. Est-ce qu'Internet fait naître un art véritable? Bon, moi j'ai longtemps travaillé sur le net art comme étant une forme de création artistique qui serait conçue par, pour et avec le réseau, c'est-à-dire qui n'existerait pas débranché, qui, parce que cet art sollicite le temps réel, l'interactivité, la participation des internautes, etc., constitue une forme d'art spécifique, différente de l'art vidéo, différente des autres arts numériques d'ailleurs. Mais on peut considérer qu'Internet fait naître aussi peut-être le web documentaire. J'aimerais bien qu'un groupe parmi vous peut-être travaille sur un web documentaire en particulier. Qu'est-ce que ce média, ce genre particulier, tel qu'il émerge sur le réseau, c'est-à-dire un documentaire qui n'est plus linéaire, qui est fabriqué de façon amateur par des journalistes qui fonctionnent avec cette plateforme particulière qui est le réseau Internet, qui permet une interactivité, une navigation rhizomatique dans des contenus qui sont tantôt journalistiques, tantôt qui sont multimédia, de fait, en plus, et qui créent un rapport particulier à l'information, hein, ou au document. Mais
Internet fait naître aussi peut-être les web-séries. Le blog est quand même une forme spécifique née d'Internet, qui relève d'ailleurs du journalisme, beaucoup, puisqu'on voit bien qu'encore aujourd'hui, le blog a... alors, c'est vrai qu'Internet, pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était un journal en ligne, c'était une espèce de média qui conservait la prédominance du texte et l'organisation de la presse, le blog lui-même étant une espèce de plateforme interactive, certes, mais dans laquelle on ne publie que des actualités ou des nouvelles, presque. Il y a un côté comme ça très inspiré de la forme du journal papier. On pourrait imaginer qu'il y a d'autres formes plus innovantes, peut-être à inventer avec le web, que celle-là. C'est celle-là qui a marché aussi, qui a rencontré un public, quatrième dimension des médias, sur laquelle je vais revenir également. Mais les médias ont aussi phagocyté, recyclé, transformé toutes les formes de spectacle et de divertissement qui leur préexistaient. Ça, c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Chaque média bouscule et transforme les médias antérieurs, mais aussi les contenus produits par les médias antérieurs. La presse écrite s'est nourrie du roman, qui est devenu feuilleton, presque. On pourrait dire qu'il y a comme ça un glissement. Le roman, avec la presse écrite, est devenu une nouvelle, et puis feuilleton, et puis le théâtre, puis l'adaptation romanesque ont alimenté le cinéma et la télévision, les débuts du cinéma et des télévisions. Quand certains étaient critiques, parlaient d'un théâtre filmé, on peut dire, on n'offrait pas les technologies à leur maximum. On fait filmer quelque chose qui existerait sans outil, c'est juste une captation. Alors, on n'utilise pas la télévision comme un outil de création dans ce cas-là. Puis la radio et la télévision ont absorbé également la musique. Mais on pourrait dire également le spectacle vivant, puisque le sport, le cirque, le cabaret, toutes les formes de spectacle ont été absorbées par la télévision et se sont rigidifiées de cette façon-là. Il y a, c'est heureux, quand on travaille sur l'évolution de la consommation musicale, par exemple, on parle de médiamorphose, ou de certains chercheurs ont parlé de médiamorphose ou de numérimorphose, pour qualifier le passage de la production musicale, par exemple, en live, comme un concert. Ce qui définissait la musique, initialement, c'est que c'était un art éphémère, un art de la performance, qui n'a eu de cesse tout au long de l'histoire que de se cristalliser dans des supports et des médias successifs. On a, si vous pensez à la musique, c'est assez marrant, parce qu'on a inventé, bon, bien sûr, des instruments, mais aussi des formes de notation, des partitions, puis des formes d'enregistrement, des disques, des cassettes, des disques vinyles, des disques micro-sillons d'abord, puis des vinyles, puis des cassettes, puis des DVD, puis des CD, etc., etc. Donc tout ça n'avait de cesse que de se matérialiser sur les médias, si bien que, dans un premier temps, la médiamorphose, ça a eu pour effet, par exemple, de changer l'organisation même et les formes, le genre musique, puisque lorsqu'on allait à un concert, après la médiamorphose, c'est-à-dire après l'invention du disque, par exemple, on s'attendait à voir sur scène la reproduction fidèle du disque. C'est-à-dire que le public présent en concert pouvait être déçu de la performance musicale d'un groupe, par exemple, si cette performance n'était pas fidèle à l'enregistrement en studio. Ce qui est quand même absolument monde à l'envers. Ça existe encore, c'est vrai. La valeur a glissé de la performance, avec tout ce qu'elle a d'éphémère, et de fragile, et qui ne peut pas être reproduit deux fois, qui est original toujours. Et la valeur disque, où là, on atteint, disons, à perfection peut-être sonore, je ne sais pas, ou en tout cas un arbitraire qui veut que ça devient l'étalon à partir duquel on peut évaluer tout le reste.
De la même façon, avec la numérimorphose, on est passé de la musique considérée comme une production à travers le disque, dans ce qu'on appelle les albums concept, etc. Enfin, on y revient aujourd'hui, mais de la musique conçue comme une production. On avait des étalons déjà, hein, qui étaient des conventions sociales, mais c'était 1h30 de concert, 1 heure parfois, bon, 2 ou 3 heures pour certains aussi, qui déjouaient justement le timing conventionnel du concert, à des albums qui devaient faire 45 minutes, ou voilà, dans lequel il y avait 11 morceaux par exemple. Et le MP3 évidemment a complètement changé tout ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, un artiste, c'est plus l'artiste qui compte, c'est le morceau, c'est plus l'album, c'est là encore le morceau, et la compilation, et la consommation par titre, etc. etc. Ce qui transforme encore la nature même des contenus. Tout d'un coup, bon, à l'époque, ça transforme tout d'ailleurs, la durée d'un morceau. La durée d'un morceau, ça devient. Peut-être que le MP3 réintroduit des morceaux longs. Encore que. Mais le disque, en tout cas, avait normalisé l'idée d'un morceau de 4-5 minutes, enfin entre 3 et 5 minutes. À part des fous qui faisaient des disques avec 2 plages de 30 minutes, un morceau chaque. Alors qu'en concert, on pouvait. Du coup, la technique change aussi la nature même du contenu, de la même façon que le contenu s'adapte à de nouvelles techniques, etc. Il y a une rigidification. Ces formes de spectacle, de production sonore, médiatique, etc., deviennent rigides, se plient aux exigences des médias, tandis que ces médias créent leur propre genre, qui aujourd'hui évolue également parfois avec des effets de rétro-ingénierie, hein, diraient certains, puisque il est bien qu'il y a aussi un retour du vinyle, un retour du concert, parce que la dématérialisation de la musique a remis en scène et a revalorisé le spectacle vivant. On n'achetait plus des disques, mais on allait voir plus de concerts. Tant mieux, puisqu'il y avait une mainmise de l'industrie musicale sur la production de disques, qui était au détriment parfois des artistes. Donc du coup, là, ça réintroduit le spectacle vivant, etc. Ça aussi, c'est des évolutions qui touchent les organisations elles-mêmes, hein, les contenus, mais pas seulement les gens, mais aussi les organisations elles-mêmes qui tournent autour. Et puis, terminons par le public. Le fait essentiel, peut-être, qu'introduit l'invention des médias, c'est aussi, ou tout autant, un changement d'échelle dans la fréquentation, simplement, des messages, ou des contenus, ou des œuvres. On parle bien de médias de masse. Et quand on parle de médias de masse, on fait immédiatement référence à l'idée d'un public massif, de fait. Malgré peut-être l'abandon dans les années 80, c'est pas si vieux, hein, du préfixe masse dans mass média, l'idée reste. On est toujours, quand on parle de médias, encore que avec Internet et les réseaux sociaux, ça enfin, non, parce qu'on est toujours dans le quantitatif quand même, on est toujours dans la comptabilité de cette masse, hein, du nombre d'auditeurs, du nombre de spectateurs et du nombre d'amis, comme on peut les appeler aujourd'hui, de fans, voilà, de clics, de j'aime aussi sur Facebook, etc. Donc on est toujours dans une... Les médias ont changé, mais on peut, à mon avis, quand même toujours les qualifier de mass média, même si on met de plus en plus l'accent sur l'expressivisme, sur le fait que chacun est producteur autant que consommateur de médias. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de reprises aussi, hein, beaucoup. Cet effet de masse joue d'ailleurs énormément sur les contenus, parce que quand on pense aux blogs, les blogs, c'est souvent les analystes disent qu'il y a 20% de production originale et 80% de copier-coller. C'est le principe même du blog, que d'agréger des contenus préexistants. Donc finalement, on est
pour avoir du succès aussi et pour toucher une audience toujours plus large, donc cette masse que visent les médias, on est toujours dans la reproduction du même. D'ailleurs, c'est un genre en tant que tel, les mêmes, hein, d'une certaine façon, même s'il y a plus de créativité dans la production, on est toujours dans la reprise de quelque chose qui est identique. De ce point de vue-là, la loi de Pareto, la loi du 80-20, vous connaissez la loi de Pareto? Non. C'est une loi économique qui dit que 80% des individus consomment 20% de ce qui est produit, parce qu'il y a des effets de mimétisme et de justement les médias, avec la best-sellerisation ou le fait qu'on accorde à travers des prix aussi, tout le système médiatique fonctionne là-dessus, plus d'importance à certains produits qu'à d'autres, engendre des effets de surconsommation de certaines œuvres au détriment d'autres. C'est-à-dire si 80% consomment 20% de ce qui est produit, ça veut dire que le 80% qui reste de produit est consommé que par 20% de la population. Donc il y a une uniformisation, une normalisation aussi de ce qui est produit par les médias. C'est le propre des masses médias que vont peut-être dénoncer aussi les artistes, d'une certaine manière, quand ils vont produire des contenus alternatifs ou critiques. Donc, le caractère massif, ce caractère précisément, définit encore les médias. Ce caractère massif le demeure pour l'essentiel aujourd'hui, malgré les discours réitérés, souvent de fragmentation ou d'éclatement. Lorsque dans la langue courante, on parle de médias, on pense encore mass média, et c'est toujours l'ampleur de la diffusion que l'on vise, que l'on craint aussi, ou que l'on souhaite utiliser, c'est toujours cette idée de masse. Par contre, un point important peut-être à souligner, sur lequel je reviendrai en parlant de la presse, c'est que ce critère de massification ou de masse n'induit pas ex nihilo l'apparition de la masse elle-même. Les médias se basent sur l'existence de la masse ou de foule atomisée, de personnes qui sont co-présentes dans une même cité, dans une même ville, et que les médias cherchent à atteindre et à fédérer. C'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est pas, les médias ne font pas naître la masse. Les médias s'adaptent toujours aux masses ou à la masse. Les médias agissent sur des groupes existants ou préexistants. Ces groupes, quels sont-ils? C'est les habitants d'une ville ou d'une nation, évidemment, mais c'est aussi les familles, les professions, les classes sociales, que les médias, la plupart du temps, ne font pas disparaître. Au contraire, ils renforcent aussi ces classes sociales, ou ces familles, ou ces professions. D'ailleurs, on dit toujours que les médias vont... Par exemple, on a de cesse que de dire que la presse va mal, mais on ne fait jamais la distinction entre la presse dite quotidienne, le journal d'information, qui diffuse l'actualité, les nouvelles. Peut-être que celle-ci est mise à mal par le fait de la diffusion massive de ces mêmes informations sur Internet. Mais si on pense à la presse hebdomadaire, par exemple, ou à la presse mensuelle, celle des magazines ou des journaux hebdomadaires, celle-là marche du tonnerre de Dieu. C'est vraiment, quand vous allez dans un relais presse ou dans un kiosque, etc., je suis toujours surpris quand même par la diversité de l'offre qui existe en France, tout du moins aujourd'hui, de presse spécialisée. Et à chaque fois, c'est une presse qui s'adresse à des... Alors ça vient contrecarrer peut-être la loi de Pareto, c'est que c'est une presse qui s'adresse à des niches. C'est une production de niche, puisqu'on va s'adresser aux chasseurs, aux pêcheurs, à l'amateur de hardcore, de skate, de... je sais pas moi. Bon bref. Donc à chaque fois, c'est une population très spécifique, mais qui est une population qui est fidélisée et auquel la presse s'adresse à travers cette production. Qui d'ailleurs, production cette fois,
médiatique, celle-là vise autant l'information que la diversion imaginaire. On est dans le souci d'informer, mais aussi le souci d'offrir du réel aussi, du hobby, puisqu'on parle d'une société de loisirs, et du coup cette presse hebdomadaire ou mensuelle s'est développée avec une société de loisirs, mais peut-être qu'on a plus de temps à lui accorder aussi, mais aussi parce qu'on développe des pratiques ou des appartenances qui sont des appartenances de plus en plus intensives et hétérogènes. On appartient à des groupes sociaux spécifiques qui sont, dont la vivacité est plus importante peut-être aujourd'hui. Ça reste à préciser, mais... Donc, les médias agissent sur des groupes sociaux préexistants, les familles, les professions, les classes sociales, qu'ils ne font pas disparaître, qu'ils renforcent au contraire, tout en contribuant à façonner ces consciences collectives, puisque un des rôles des médias est de, précisément, renforcer le sentiment d'appartenance à ces communautés. Les représentations que véhiculent ces médias, les conversations qu'ils suscitent, la puissance même qu'on leur prête, s'adresse à ces groupes sociaux qu'ils affectent, qu'ils renforcent, plus qu'ils ne les remodèlent. Les médias contribuent néanmoins à faire émerger aussi des ensembles collectifs plus vastes. Par exemple, l'idée de nation moderne est une idée dont l'apparition est indissociable de celle des masses médias. Les masses médias ont poussé, de ce point de vue, à la mise en valeur de formes chiffrées, de ce qu'on appelle l'opinion. L'opinion est une fabrication des médias. Les médias diffusent énormément une information sur l'opinion publique, c'est-à-dire les Français pensent que, etc. Qui, opinion publique, était là, était jusque là, c'est-à-dire avant l'apparition des médias, était essentiellement portée par, ou véhiculée par les notables, par une certaine classe sociale, dont les journalistes eux-mêmes d'ailleurs, avant de toucher un public beaucoup plus large. Alors, si on revient sur ces différentes dimensions, technique, organisation, contenu et public, on peut dire que ce sont des frontières qui s'articulent entre elles. On utilise généralement les techniques pour caractériser les médias, puis, comme je viens de le dire, le sens technique originel se perd. Aujourd'hui, quand on parle de presse, si je vous dis la presse, aujourd'hui, vous ne pensez pas la rotative ou la presse imprimée de Gutenberg. Vous pensez tout de suite le journal. Enfin, ou alors ceux qui pratiquent, évidemment, ceux pour lesquels c'est un médium de création, on pense aussi à la presse au sens technique, strictement du terme, mais j'allais dire le sens commun. Lorsqu'on parle de presse aujourd'hui, on ne pense pas au sens technique, puisque la technique, ce qui définissait la technique, la presse, a glissé sémantiquement de la technique vers le contenu ou vers le média, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de presse, on parle davantage de l'organisation ou du contenu qu'on parle de la technique. Le sens de la technique s'est perdu. Le sens technique originel se perd. Et des termes comme presse, radiodiffusion, cinéma, télévision renvoient davantage aux institutions et aux organisations qui se sont spécialisées dans ces techniques. Les outils techniques ne suffisent pas, de ce point de vue-là, à caractériser un média. Un média est toujours caractérisé par sa dimension sociale. La presse est le meilleur exemple de ça, puisque le mot a complètement perdu sa signification technique pour désigner une catégorie précise de produits imprimés. L'outil technique correspondant, lui, à des produits qui sont différents de la presse d'ailleurs, puisque la presse, au sens technique, produit aussi des livres, des affiches, etc. Enfin, des imprimés et d'autres formes d'imprimés que le journal.
et qui sont beaucoup plus faiblement diffusées. En outre, la presse comme technique, aujourd'hui, c'est un mot aussi qui a perdu son sens du fait de l'innovation en tant que telle, puisque l'impression passe par des procédés aujourd'hui qui ne recourent plus à la presse. L'offset, l'héliogravure, l'impression numérique aujourd'hui a plus grand chose à voir évidemment avec la presse de Gutenberg. Donc à chaque fois, on peut penser au lien distendu qui associe un média à sa technique et aux évolutions, à la manière dont les évolutions techniques affectent même l'idée de médias. Les différentes catégories de médias sont donc toujours des ensembles techniques et sociaux assez complexes. La presse, par exemple, aujourd'hui, recourt à l'impression, mais recourt aussi à la photographie, aux télécommunications, à Internet, etc. Il n'y a plus d'homogénéité technique, hein, on a affaire au contraire à un enchevêtrement de techniques d'âge très variées en fait. Le cinéma est peut-être la forme qui a le plus longtemps revendiqué une homogénéité technique, mais qui aujourd'hui de fait est ébranlée aussi par le numérique. Disons, une forme cinématographique qui a été compliquée, mais enrichie aussi sans doute, hein, par la vidéo d'abord, puis par les effets spéciaux, le numérique, la 3D, etc. Chaque média a ses marges aussi. Des marges ou des frontières qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont aussi sociales. On parlait d'organisation ou d'institution. Ces organisations défendent également des contenus spécifiques et résistent parfois à l'innovation technologique, évidemment. Certains milieux de la culture vont détester, voire qualifier ce qu'ils produisent de médias, puisque précisément ils espèrent produire des contenus intellectuels, ils espèrent produire un art. Si on parle d'un livre comme d'un média, certains milieux rechignent justement à qualifier ou à qualifier des choses comme ça. Pourquoi le cinéma c'était une homogénéité technique? Parce que le cinéma, pendant très longtemps, est resté centré autour de l'optique. Ah oui, autour de l'optique, autour de la prise de vue qui vient de l'argentique et qui n'est jamais que 24 images par seconde et tout autour fonctionnait autour de cette innovation technique-là, c'est-à-dire les techniques de prise de vue, de l'appareil photo à la caméra jusqu'aux techniques de projection, etc. Tout ça était homogène finalement. Il y avait et ça a résisté pendant très longtemps, hein. Avec le cinéma beaucoup plus d'ailleurs qu'avec d'autres formes de médias comme finalement la photographie a été touchée d'avant, plus vite que le cinéma même. Et aujourd'hui, ça date pas c'est pas si vieux que ça finalement, en numérique, et ça coexiste toujours. Il y a toujours des réalisateurs qui tournent en 35 mm, qui utilisent des technologies, même si les films sont ensuite parfois montés, étalonnés. Bon, après il peut y avoir des transferts intéressants. Hein. Il peut y avoir par exemple Sophie Calle qui fait des films en filmant en super vite de la vidéo, par exemple, ou inversement, en faisant comme ça. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'enrichissement. Mais disons que appeler cinéma une projection d'un DVD avec un projecteur vidéo, aujourd'hui c'est acté, mais pendant très très longtemps, ça a engendré des résistances très très vives et très fortes. C'est-à-dire tout d'un coup, pourquoi à ce moment-là garder la salle, le rituel collectif, à ce moment-là autant aller dans la culture habituelle. Voilà, le cinéma c'était... Si on prend le cinéma comme, dans cette définition d'un média comme technique, organisation, contenu public, l'homogénéité, elle était très forte dans ces quatre dimensions-là. C'est-à-dire qu'on avait à la fois
la pellicule, le film, les caméras, les projecteurs, etc. Mais on avait aussi la salle de cinéma, les cinémas arts et essais, les exploitants, l'organisation sociale, les critiques, oui c'est ça, les producteurs, les réalisateurs, enfin, tout ça était quand même très, y compris d'ailleurs dans les métiers, effectivement, du cinéma, enfin, tout ça était très organisé. Et puis, on avait aussi une forme de contenu spécifique et des publics qui se réunissaient selon des rituels qui étaient eux-mêmes très précis. Alors, oui, c'est vrai. En partie. En partie, c'est-à-dire, le cinéma est aussi beaucoup consommé aujourd'hui en dehors des salles. En fait. En art, il y a tout ce qui est expanded cinéma, etc., qui invente des formes de relation à la cinématographie qui échappe à la salle obscure. Mais il y a aussi le fait qu'on consomme le cinéma beaucoup sur son ordinateur. Avec la vidéo déjà. Oui. Quelqu'un comme Truffaut disait qu'il adorait ça, voir, parce que ça lui permettait de voir, revoir les films dans une relation particulière. Voilà, après, il disait voir, il disait revoir. Il est très attaché aussi quand même à l'expérience cinématographique comme étant celle qui est vécue pour Roland Barthes. Je vous ai parlé de ça déjà. Il y a un texte très intéressant dans un numéro de la revue Communication, 88, de Roland Barthes, qui s'appelle En sortant du cinéma, où il décrit justement l'expérience cinématographique comme étant une expérience qui regroupe toutes ces dimensions. Je le sais ici pour qualifier un média, c'est-à-dire l'expérience cinématographique, et y compris d'ailleurs dans l'expérience psychologique, où le fait qu'on puisse s'abstraire de la réalité, jouer le jeu de la salle obscure, de la promiscuité, de la projection mentale sur un écran. Et il dit l'expérience cinématographique, c'est tout ça. C'est y compris le dispositif de la sécurité, qui est conventionnel, hein, mais qui est hyper important. Après, c'est vrai que les frontières étant poreuses, il y a plein d'hybridations qui s'opèrent. Je ne sais pas si c'est tant mieux ou pas, mais c'est intéressant de considérer, en tout cas, c'est un bon exemple pour considérer ces quatre dimensions et de voir par où c'est affecté. Est-ce que c'est d'abord les techniques qui changent, ou est-ce que c'est les organisations, est-ce que c'est les contenus, est-ce que c'est les publics qui changent aussi. Parfois, c'est les publics aussi qui changent et qui affectent. Parce que forcément, un média ne vaut qu'à partir du moment où on en fait quelque chose. Donc, parfois, c'est aussi les attentes ou la nature du public qui fait qu'un média émerge ou pas. On peut dire ça des SMS, parce que ça, c'est des technologies qui donnent forme à des contenus quand même. Si on parle d'innovation ascendante, parce que parfois, des accidents presque. Certains contenus naissent d'un usage inattendu des techniques par le public, usage qui n'avait pas été prévu par le concepteur même des techniques. De la même façon, on peut dire qu'il peut y avoir un temps très important parfois entre une innovation technique et sa démocratisation, entre l'innovation et le fait qu'elle touche un public et que le public l'utilise. Donc c'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse par rapport à... Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, je n'en passe, je fais attention, mais par rapport à ce qu'on va faire ensemble, que à chaque fois on essaie d'éclairer les frontières ou les modes d'articulation entre ces quatre dimensions qui définissent un média. Est-ce que l'art vient bousculer là-dedans aussi en tant que tel? Alors, je vais juste terminer avec ces histoires de frontières médiatiques. Je disais que chaque média avait ses marges, ses frontières, qui sont poreuses, qui sont mues par des innovations techniques, autant que par d'ailleurs des valeurs esthétiques, hein, parfois. Le fait, par exemple, que les gens de la culture n'aiment pas qualifier leur travail comme d'un produit négatif, on a là à faire cette fois des valeurs esthétiques qui ne sont pas simplement des critères techniques ou organisationnels. Ceux qui travaillent sur les livres et sur les films répugnent souvent à les rapprocher de la presse ou de la télévision. On pourrait faire une histoire des genres comme ça. Le genre jeu vidéo, par exemple, est un genre qui est
pendant très longtemps, elle a été qualifiée comme relevant de la culture populaire et non pas du grand art, puisque en France, on a vraiment une distinction très forte. Il y a la mesure qui est entre l'art et la culture, par exemple, ou entre l'art et les médias, du reste. C'est intéressant aussi. C'est pas pour rien qu'il est intéressant ici de se questionner sur cette confrontation, c'est qu'il y a vraiment un gap entre les deux. Et le jeu vidéo, pendant très longtemps, a été stigmatisé ou considéré comme une pratique populaire, médiatique, qui en tout cas ne relevait pas d'une catégorie, d'une valeur esthétique, et ne pouvait pas être qualifié d'art. Et peu à peu, on voit aujourd'hui qu'il y a des points de jonction entre l'art et les jeux vidéo, par exemple, selon Paul. C'est pas encore gagné, et sans doute que c'est pas. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit. Il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose. Il ne faut pas être dans le relativisme mou, mais d'interroger justement la porosité des frontières ou leur confrontation. Aujourd'hui, force est de constater que le jeu vidéo est rentré au musée. Il y a des festivals, voilà, que les artistes se servent aussi de ce média pour créer. De la même manière que l'art vidéo, on parle de l'art vidéo, mais l'art vidéo c'est 1970-1990. Allez, bon, 1970-2000. Après, aujourd'hui, on ne parle plus d'art vidéo tellement. Ça devient un média comme un autre, que les artistes contemporains utilisent, mais pendant un temps, ça a qualifié quand même un engagement esthétique particulier. L'art esthétique était lié aux médias, ou l'interrogation du média, télévision. Le fait que l'art vidéo n'a jamais eu le droit de citer ni dans le monde de l'art contemporain ni à la télévision était quand même quelque chose d'assez intéressant en soi, puisque la télévision trouvait ça trop élitiste, trop. Voilà. Et l'art, le monde de l'art, trouvait ça trop technique, au contraire, trop médiatique pour être intéressant. Donc, on voit bien là que c'est aussi des mondes sociaux, des organisations qui s'affrontent. Si on prend encore l'exemple du cinéma, on voit bien qu'il y a une carrière aussi des films. D'ailleurs, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui qu'un film soit produit par la télévision et qu'il soit diffusé en même temps à la télé et au cinéma, mais on peut dire que historiquement, un film c'est d'abord à la salle, puis le DVD, un an après souvent. Enfin, pas qu'aujourd'hui. Voilà. De toute façon, aujourd'hui c'est Internet d'abord. Donc aujourd'hui, le cinéma s'est inversé, c'est Internet, puis la salle, puis le DVD, puis la télévision, puis les ciné-clubs. Oui, le cinéma d'arrêt essai, c'est celui qui permet de faire vivre les films dans le temps, quand même, c'est important. Alors, bon, sauf qu'aujourd'hui, le DVD fait ça aussi, mais il y a quand même tout cette... Oui, j'ai dit vidéoclub. Bah si, ça existe. Enfin, les vidéos. Ouais, comment on appelle ça aujourd'hui? On appelle ça des vidéoclubs? Le cinémathèque. Oui, oui, alors non, les ciné-clubs, ça c'est quelque chose. Mais après, il y a aussi les lieux où on peut passer des cassettes, les DVD. C'est vrai qu'avec Internet, c'est on voit bien aussi que, finalement, ce qui importe dans ces médias-là, c'est évidemment le contenu échangé, mais ça n'est pas que le contenu échangé, puisque les contenus sont... Enfin, les médias s'emboîtent un peu comme des poupées russes, finalement. On a des médias, des contenus qui existent sur différents médias. Un même contenu aujourd'hui est décliné. D'ailleurs, on parle même de cross-média. Ça, c'est un sujet intéressant pour une des présentations aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans les prochaines séances. Sur cette idée de cross-média et de transmédia, force est de constater qu'aujourd'hui, on produit des contenus qui ne sont pas dédiés ou plus dédiés à un média en particulier, mais qui sont, dès la conception, immédiatement pensés pour être soit déclinés sur différents médias, soit non pas déclinés, mais on pense un contenu fragmenté dont différentes dimensions pourront exister et se compléter sur différents médias. Donc on est bien dans des logiques qui fonctionnent comme où les médias s'enchevêtrent finalement ensemble. Bien sûr, les médias ne sont pas neutres
vis-à-vis de ce qu'ils véhiculent. Et certains penseurs, que j'aborderai aussi, vont jusqu'à dire que les médias sont des contenus, ou que les contenus ne valent que par les médias eux-mêmes. C'est le message de Medium de McLuhan, par exemple, ou qui est relayé par d'autres, Marc dit ça aussi, Chomsky, Régis Debray, avec la médiologie de fait, qui s'intéresse aux médias comme contenu, pas simplement comme véhicule du support. Les médias sont des techniques et sont des contenus, mais qui ne valent, en dernier ressort, et ça c'est peut-être important aussi à souligner, que par l'usage qui en est fait. Francis Ball, dans le petit que sais-je sur les médias, nous dit par exemple que la technique n'impose rien, elle propose, et l'homme dispose ou compose. Et la destinée d'un média, quand bien même on les considérerait comme puissants, influents, etc., la destinée d'un média est quelque chose qui peut être spectaculaire dans bien des cas, mais qui demeure fragile, puisque cette destinée connaît des accidents, rencontre des bifurcations, change souvent de direction. Et les médias, s'ils peuvent être surprenants aussi ou intéressants à étudier, c'est largement lié au fait que leur usage correspond que très rarement, finalement, à ce que leurs inventeurs avaient imaginé. Les médias ne valent précisément qu'à travers leur usage, parce que sans cet usage, il n'aurait aucune raison d'exister. Et cet usage est toujours, je ne dirais pas qu'il est toujours à contre-courant, mais il l'est souvent, néanmoins. Et de ce point de vue-là, les artistes n'ont pas le monopole de la critique ou du détournement médiatique, puisque les usagers eux-mêmes sont engagés souvent dans ce détournement, ce recyclage des médias, ou cet abandon d'ailleurs, puisque les médias qui ne rencontrent pas l'usage ou la pratique médiatique sont immédiatement abandonnés ou discrédités. Par exemple, la télévision auquel on ne répondrait pas. Alors, pour les séances prochaines, est-ce que je me lance dans une opération tableau, là, ou est-ce que si je le dis oralement, ça va? Vous pouvez pas le projeter. Tableau? De toute façon, vous allez le reprendre quand même. Alors. Non, mais vous pouvez pas le projeter ou non? Vous allez nous mettre dans... Ouais, mais j'ai pas le bon projet de Non, mais quand même, avec tout ce que vous nous dites, là, vous allez mettre sur Amétis, vous allez trouver un média, ou sur Facebook, même ça, je connais. Alors, j'ai pas Facebook. Bon, sur Amétis, par exemple. J'ai jamais pris Facebook, là. Ça existe, ça existe. Je suis le seul ou pas? Ah, jamais? Jamais. Parce qu'il y a aussi des repentirs. Je vous parlerai notamment de deux sites qui s'appellent Seppuku et Mooder, la Suicide Machine, qui étaient des projets d'artistes qui proposaient de suicider son compte Facebook. C'était un réseau asocial, parce que, mais en fait non, c'était un réseau social au final, parce que on pouvait suicider son compte et inviter des amis à suicider son compte, et au final on recréait un compte de suicidé, enfin un réseau de suicidés. Mais sauf que Facebook a trouvé la faille très vite, et que Facebook a évidemment intenté des procès à ces sites. Ça s'appelle les liens invisibles, les créateurs de Mozilla, c'était les liens invisibles. Comment ça, ils ont porté les procès? Parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans le programme. Alors, mais comment ça, ils sont rentrés dans le programme? Alors, bon, sur Facebook, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut que geler, on ne peut que désactiver son compte, mais on ne peut pas supprimer ses données, puisque les données sont ce qui fait vivre précisément Facebook, c'est-à-dire sont des annonces, des contenus publicitaires, que Facebook transforme en publicité, puisque c'est précisément le modèle économique même de Facebook,
de fonctionner sur la consommation, le clic, sur la popularité de certaines des données que vous mettez en ligne, que ce soit les vôtres ou celles que vous recyclez, etc. Donc, on pouvait geler son compte, sachant que les données étaient toujours accessibles. Et en plus, quand on signe les 50 pages que vous avez lues, là, auxquelles vous avez mis OK sans les lignes, à la fin, elle accepte de donner ma vie entière à Facebook, c'est-à-dire que c'est une session de droit exclusive, toutes les informations. Donc, bah, après, on peut dire qu'on s'en fout, de toute façon, ce qu'on met sur Facebook, c'est des trucs auxquels on n'accorde pas trop d'importance, et puis en plus, on a pris un pseudo, donc au final, c'est une visibilité, mais qui est une visibilité dont on a déjoué par l'anonymat, par tout un tas de trucs, le caractère identitaire. C'est pas dramatique, mais sauf que, dans le temps, ça l'est quand même. Eux avaient infiltré le site pour permettre la suppression des données. C'est-à-dire qu'ils avaient créé un programme qui permettait d'effacer tout ce qu'on avait sur. Mais après, donc du coup, c'était une petite faille dans le système, dans l'algorithme, qui a tout de suite été corrigé, mais qui a... Non seulement ça a été corrigé, mais ils ont aussi été poursuivis, quoi, ce qui est quand même intéressant en soi. Mais si quelqu'un veut s'intéresser à l'existence de ces médias alternatifs que sont Seppuku ou Bouddha, et à la controverse que ça a pu donner en éclairant la dimension technique, organisation, contenu public, c'est intéressant. De même que vous n'êtes pas sans ignorer que sur les conflits sur l'identité numérique, il y avait cette idée de l'Internet post-mortem, qui est un débat très vif aujourd'hui. Ce média, qui est Facebook par exemple, mais LinkedIn aussi, enfin d'autres réseaux sociaux, n'avait pas prévu. Je ne suis pas sur Facebook, mais je suis sur LinkedIn en même temps. Je ne suis pas complètement épargné des réseaux sociaux. Mais, mais enfin bon, c'est pas pareil. Enfin, bon, mais du coup. Avec une invitation d'être sur des réseaux. Ouais, LinkedIn, c'est juste une espèce de CV en ligne finalement, c'est pas où on dispose des trucs. Il n'y a pas de choses qui relèvent du privé ou du public privé. Mais sur l'affaire de l'identité post-mortem, vous connaissez l'histoire, hein, c'est des personnes qui continuent à recevoir, enfin d'ailleurs on a parfois vécu nous-mêmes, des invitations de défunts, de personnes décédées qui malheureusement ont encore été nos amis et ont encore un compte Facebook. C'est toujours un peu délicat pour faire le deuil, c'est pas très pratique parce qu'on a une espèce de réseau social qui réactive sans arrêt. Voilà. Donc ils ont créé des pages mémoriales, vous avez vu, ils ont créé des murs qui fonctionnent un peu comme des stèles dans lesquelles, pour la personne défunte, on va pouvoir déposer des messages et puis c'est quelque chose que Facebook a prévu, mais après coup, c'est-à-dire et qui pose des questions aussi d'accessibilité, de vie privée, d'identité numérique après la mort. Qu'est-ce qu'on fait des données? Qu'est-ce qu'on fait du profil d'un individu une fois qu'il est plus là? Qui en a la propriété? Qui peut gérer? C'est des questions qu'on peut aborder aussi éventuellement. Hein. Alors, bon, bah, je vais essayer de dire quelques trucs. Alors, oui, je vais vous l'envoyer, on va faire ça plutôt. Bon, je vous le dis quand même. Comme ça vous donne une idée. J'aimerais bien que des groupes de 4 se constituent. 4 ou 5, mais 5 c'est beaucoup. On va voir. Alors, la séance du 3 février n'a pas lieu. La séance du 10 février, là j'aimerais bien avoir un groupe tout de suite pour le 10 février, après ça, donc j'aimerais bien que... Moi je vais traiter aussi de la presse, des théories médiatiques, etc. systématiquement. Et j'ai développé une liste d'objets qu'on interrogera ensemble. Alors soyez attentifs encore un petit peu. C'est une batterie, ça c'est le J'arrive dans 2 secondes. Monique, vous savez ensemble, dans l'affaire on est 3, hein? On est
On peut demander à Claudette de venir avec vous. Je sais pas, il n'y a pas Marina qui veut venir avec vous. Marina. Je sais pas si elle est seule, je crois qu'elle doit être seule. Qui peut me prêter un Bah, c'est quoi? Moi j'ai ça là. Il y en a un là-bas, mais je sais pas si c'est le bon truc. Vous avez un site vous avec... Bah oui, c'est ça, je suis sans médias. C'est terrible. Donc voilà, débrancher. Et après, ouais, bon, d'accord. Alors, très rapidement, j'ai plus les dates, mais j'ai un peu les thèmes, parce que j'avais réfléchi à ça, donc en relation... Donc, le 10, ça c'est la première séance, j'aimerais bien qu'on fasse une séance sur les médias alternatifs. Et puisqu'on traite de la presse dans un premier temps, si certains d'entre vous veulent, par exemple, travailler sur Indymedia, ou sur le Gorafi, par exemple, ou... par exemple, s'il y avait un groupe sur le Gorafi, ça serait intéressant. Le Gorafi étant une version satirique de Figaro, qui existe en ligne, qui est bon, voilà, un journal Indymedia, c'est très intéressant aussi, hein, c'est tout le réseau des médias alternatifs. Alors voilà, il y aurait l'idée peut-être de faire il y a un groupe ou deux. Voilà, oui mais voilà, c'est ça. Alors, je continue. Le 10, le thème serait médias alternatifs, et ça pourrait être un média de type presse en ligne, ou disons un média... alors pourquoi ça pourrait être aussi Newsweek de Julian Oliver. Julian Oliver est un artiste qui fait partie du Free Art Technology, qui est un réseau... lui par exemple a créé une espèce de borne Wi-Fi qu'il incruste dans une prise d'une maison de rédaction, et il arrive à pirater le flux RSS des informations qui paraissent sur le site du média en question. Donc il peut rajouter des infos à la une. Enfin, c'est un peu du hack d'un média, d'une organisation médiatique, mais à partir d'une technique nouvelle qui est le flux. Je vais pas investir comme j'ai investi. Bon, ouais. C'est un algorithme, un petit programme qui est encapsulé dans une bande Wi-Fi qui capte le flux RSS d'un média. Il peut y avoir une deuxième séance. Le 17 février sur le thème des lanceurs d'alerte. Donc là, sur le thème des lanceurs d'alerte, vous pouvez prendre comme objet Wikileaks, vous pouvez prendre comme objet Anonymous, ou Snowden, des cas comme ça. Sachant que le terme lanceur d'alerte, j'en parlerai moi aussi, c'est un terme qui a été créé par un sociologue qui s'appelle Christian Chateau-Renaud, pour qualifier donc cette tendance qu'ont certains individus aujourd'hui ou groupes alternatifs à diffuser des médias, hein, donc à être des... On parle des nouveaux chiens de garde, mais là c'est plutôt les watching dogs, là, les lanceurs d'alerte, c'est des réseaux qui visent à diffuser des informations avant même que les médias ne diffusent pas. Hein. Donc, par exemple, les Cablegate, là, les câbles diplomatiques de Wikileaks, qui ont été diffusés par Julian Assange. Vous savez bien ce qui lui est arrivé depuis, il est toujours en résidence surveillée dans son ambassade, je ne sais plus où là, en Irlande. C'est en Angleterre. Donc bon, ça peut être... je pense qu'il y a quelque chose à faire avec
cette idée de lanceur d'alerte comme étant une alternative, alors peut-être pas artistique, hein, vous voyez, dans un premier temps, sauf que Anonymous, le design est très présent, la communication, presque une forme d'activisme créatif, hein, si c'est pas créateur. En tout cas, il y a parfois certains reconnaissent volontiers dans des collectifs comme ça une dimension artistique aussi, on va en discuter. Bon, il y a Bradley Manning, enfin, donc il peut y avoir un groupe, si vous voulez travailler en deux temps, il peut y avoir un groupe sur Anonymous et un groupe sur Wikileaks, hein, par exemple, c'est pas gênant, si jamais. Il y aurait la troisième séance, je ne sais plus quand est-ce que ça nous amène, mais il y aurait quelque chose sur l'artivisme. Alors l'artivisme, c'est aussi une contraction hein, de activisme et art, quoi. Et là, ce serait plutôt les yes men. J'aimerais bien qu'il y ait une réflexion sur les yes men. Alors, les yes men ont aussi des acolytes qui sont moins connus, mais tout aussi intéressants, que sont Artmark ou eToys, qui peuvent être étudiés aussi. Mais il y a aussi le Critical Art Ensemble. Le Critical Art Ensemble, c'est un collectif d'artistes qui empruntent un peu leur logique à celle des laboratoires scientifiques. En fait, ils font des fausses manipulations à partir des nanomatériaux, des nanosciences, du bioart, du clonage. Ils vont dire que les laboratoires scientifiques, aujourd'hui, qui sont aussi des laboratoires technologiques, hein, dans lesquels s'inventent les médias de demain, on va dire plutôt, enfin, les progrès technologiques de demain, sont souvent des boîtes noires, puisque il y a énormément de choses qui se font autour de l'infiniment petit, du clonage, je sais pas moi, des prothèses XY, bon, qui restent cantonnés au laboratoire scientifique. Et eux, en tant qu'artistes, se disent on va faire des manips, un peu comme les scientifiques font des manips, mais dans l'espace public. Alors bon, ils prennent leurs précautions, et ils font des actions, hein, des performances qui interrogent du coup ces sujets très controversés, médiatiques très controversés, les manipulations génétiques. Il y en a d'autres. Hein. Moi, c'est une suggestion. Alors, comme le cours va être divisé en 1h15, 1h15, avec une petite pause entre les deux, puisqu'on a 2h30 sur les 4 prochaines heures au moins, on verra après si ça marche. L'idée, c'est que moi, je continue quand même mon affaire là sur 1 heure, et puis qu'ensuite on aborde un cas ensemble. Donc, je voudrais que par groupe, plutôt que ce soit moi qui présente, ce soit vous, qui à 4 intervenez ici, et qu'ensuite ça génère un débat entre nous, et puis que ça puisse être un peu plus participatif, etc. Donc évidemment, on a le... Bon, la prochaine fois, je n'oublierai pas mon chargeur, et puis il y a l'adaptateur ici aussi, qui nous permet de projeter, d'avoir du son, et il y a même une connexion internet éventuelle. Voilà. Je dis éventuelle parce que comme c'est le wifi, parfois c'est un peu... Mais ça va, vous avez... Dans l'amphi, elle a l'air de passer pas trop mal. Quoique aujourd'hui, j'ai essayé, j'ai un peu de difficulté. Bon. Alors, dans l'absolu, artivisme, on pourrait mettre Banksy aussi, mais en même temps, quoique c'est pas inintéressant, mais bon, après, si on en met trop, il faudrait choisir un ou deux thèmes. Après, j'ai intitulé une séance aussi réseaux sociaux, sachant qu'il y a des artistes comme Christophe Bruno, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un artiste français, plutôt issu du net art, mais qui n'a qu'une obsession dans sa carrière d'artiste, c'est de hacker Google. Tout ce qu'il fait, c'est pour hacker Google. Lui, il considère que s'il y a un virus aujourd'hui, c'est Google, parce que Google a engendré un capitalisme sémantique, donc un Christophe Bruno. Il enseigne à l'école d'art d'Avignon, depuis peu, mais... il fait des Google Hacks, en fait, hack comme hacker, H-A-C-K. Voilà, il s'est battu contre le moteur de métadonnées de Google,
il a fait un navigateur humain, un browser humain. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Il a créé un dispositif aussi qui s'appelle Wi-Fi SM. Je vous laisse aussi découvrir. Enfin, il a fait différentes choses comme ça. Et il dénonce le fait que Google est effectivement est un peu le média des médias sur Internet qui a un peu colonisé l'espace du réseau et qui a engendré un prix des mots, a engendré un appauvrissement du langage en fait, et peut-être de l'information, hein, puisque tout est hiérarchisé selon des valeurs qui sont faussement démocratiques. Enfin, le page ranking de Google, on pourrait interroger aussi, est censé être démocratique, mais il se trouve que avec les mots-clés, les AdWords, on peut acheter, etc., pas de problème. Mais dans les réseaux sociaux, il y aurait aussi Moodle et ses propos, hein, donc ces deux sites de suicide de Facebook, par exemple, ou d'autres travaux d'artistes qu'on pourrait imaginer. Il pourrait y avoir une séance aussi sur l'archéologie des médias. C'est cette tendance à questionner les médias sous l'angle de leur obsolescence programmée, ou disons sous l'angle de leur incapacité à devenir pérenne dans le temps. C'est par exemple le projet de David Guez qui fait des disques durs papier, parce qu'il considère que finalement, alors même qu'on nous a vanté les mérites de la sauvegarde sur les formats numériques, on sait très bien qu'aujourd'hui un DVD, un disque dur, un cloud même, sont loin d'être des supports très sécures et très pérennes. Hein. Donc finalement, lui, il a pris la jetée de Chris Marker, il a numérisé, donc c'est devenu des 0 et des 1, et ces 0 et 1, il en a fait un livre. Donc c'est un ouvrage bon, que n'importe quel système d'exploitation qui sait lire du code binaire pourra déchiffrer. Et comme le papier, a priori, survivra au numérique, peut-être, c'est assez marrant, parce qu'on est dans des formes de rétrogradation, finalement, de l'innovation technique. On revient à... Donc il y a d'autres exemples. Bon, il y a Cory Arcangel qui s'intéresse aux jeux vidéo en trafiquant des cassettes au départ de Mario Bros, en enlevant l'action. Il y a un artiste par exemple qui a fait une web série et un jeu vidéo à partir du détournement des trous de mémoire fabuleux. Qui s'appelle Hôtel. C'est un ancien étudiant du Frénois, dans le nord de la France. À Tourcoing. Enfin, c'est entre Tourcoing et Roubaix. Non, c'est à Tourcoing. Benjamin Nuel, il a fait un jeu qui s'appelle Hôtel, à partir de ce jeu-là. C'est Counter-Strike, les terroristes qui se battent contre les... Ouais, c'est ça. Et en fait, il leur a enlevé les armes. Il leur a enlevé les armes et il les a fait évoluer dans un jeu. En fait, c'est des réflexions métaphysiques sur l'existence, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est une espèce d'interrogation du média, genre de jeu vidéo, évidemment du genre, de la violence, de tout ce qui constitue le vocabulaire du jeu comme média. Donc, il trafique la technique, il interroge l'institution, il fait glisser le jeu vers le monde de l'art, et puis il bouleverse le contenu puisqu'il désarme, voilà, il questionne aussi le genre de jeu. Bon, après vous verrez, je vous ai mis d'autres liens. Il pourrait y avoir une séance aussi sur la viralité, sur l'idée des virus. Bon, la viralité, c'est peut-être aussi le fait de certains artistes qui jouent avec le bug, le crash, les incidents technologiques comme Jody ou d'autres. Voilà. D'autres qui vont interroger le reenactment, le remix ou le data machine. Il y a par exemple Système. À Bordeaux, il y a un artiste qui s'appelle Système qui fait par exemple l'émission... Ah oui, pour cette deuxième partie du cours, évidemment il y a des émissions comme Trax
sur Arte, comme l'œil de l'Axe sur Canal+, qui sont un peu des émissions médiatiques précisément qui traitent du sujet des médias et des médias contemporains. Ouais. Blow Up d'Antonioni. Ah oui, si, ça marche. Enfin, éventuellement, ça peut marcher. Il y a une exposition qui s'appelle Blow Up aussi, qui était sur le site du jeu de paume, de la galerie du jeu de paume à Paris, où Christophe Bruno avait monté une galerie web. On s'est d'aller voir oui, il y a une série, il y a la série qui s'appelle Black Mirror aussi, qui a eu certains épisodes et qui traite très précisément des médias contemporains et de la relation qu'on a aux médias. Après, il pourrait y avoir une séance sur les arts numériques proprement dites. Moi, il y a des artistes qui m'intéressent beaucoup de ce point de vue-là, c'est Aram Bartol, l'allemand, qui fait glisser dans l'espace physique la philosophie du net, du réseau ou des médias internet. Je ne sais pas si vous le connaissez, par exemple, il fait des fausses clés USB, enfin des clés USB qui plantent dans le mur. Il doit y en avoir à Aix ou à Marseille, des dead box. Il fait des gouttes de géolocalisation Google sous forme de sculpture qu'il implante dans l'espace public. Il met des espèces de mots d'identité, de noms là, sur des personnages dans l'espace public. Enfin, il décale Aram Bartol, B-A-R-T-H-O-L, O-2-L. B-A-R-T-H-O-2-L. Oui. Il n'a pas travaillé vraiment sur la vidéo. Si, pourquoi pas. Ça pourrait. Après, il y a une histoire de séance aussi. Moi, vous verrez, je vais vous envoyer des trucs, j'ai mis des dates et des thèmes. Ce qui serait bien. Alors, comment on va fonctionner? Parce qu'il faudrait qu'on compose quand même des. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un groupe qui serait tenté par la date du 10 février sur le 10 médias ou Geographie ou un autre média alternatif? Ça serait bien. Non? Geographie? Pas de juger. Vous êtes quoi, 3? Les lanceurs d'alerte, ça veut dire. Ah oui, non, mais il faut choisir quelque chose, en fait, on va laisser passer les autres. Les lanceurs d'alerte. Et puis, encore 2 mots et on s'arrête là. Il pourrait y avoir une. Alors, dans les artistes, j'ai noté par exemple des noms comme Samuel Bianchini, Raphaël Oxano-Heimer, qui est un Canadien qui a fait une exposition qui s'appelle Tracker, qui a bien marché à la BT Lyrique l'année dernière. Il travaille sur la vidéosurveillance, mais avec les armes numériques. Oui, c'est vrai que c'est.